Merci, bonjour à toutes et à tous. Moi, je regrette de ne pas avoir quelques années de moins pour pouvoir travailler avec vous. Je remonterai bien le temps. Et vous verrez dans la présentation, il y a des mots qui m'ont parlé. Alors j'ai appelé ça confiance et dialogue social à l'hôpital parce que, un petit peu comme le disait Sylvie François, moi je crois beaucoup également à la confiance. Alors pas une confiance benette ou naïve, mais je pense que si on veut négocier, si on veut faire du dialogue social, ben c'est vrai que la confiance est un atout énorme. Alors, entre guillemets, la loi de rénovation sociale de 2010 est un peu un prétexte. Et ce qui m'intéresse, j'ai toujours eu une approche sociologique du dialogue social. Alors, pas pour le plaisir de me faire plaisir, entre guillemets, mais parce que je pense que c'est important de comprendre le contexte. Peut-être juste pour me présenter, donc effectivement maintenant je suis à l'EHESP, je suis directeur d'hôpital de formation. J'ai été DRH pendant 7 ans au CHU de Reims, à l'époque notamment de la négociation sur les 35 heures que j'ai été amené à conduire. Ensuite j'ai été DRH dans la territoriale, ce qui me permet de pouvoir comparer des fonctions publiques. J'ai été DRH à Nantes Métropole au moment où il y avait une fusion entre la ville de Nantes et Nantes Métropole. Et puis j'ai été 8 ans DGA au CHU de Nantes, où j'ai animé les instances CTE, CHSCT, dans un contexte particulier, parce que je ne sais pas si ça arrivait beaucoup dans les hôpitaux, mais il se trouve qu'à l'hôpital de Nantes, les CRS sont venus à l'intérieur de l'hôpital pour permettre à l'hôpital de pouvoir assumer sa mission. Donc voilà, un contexte un petit peu particulier. Ceci étant dit, effectivement, par rapport... le point de départ, c'est la loi de rénovation sociale de 2010, qui reposait sur un livre blanc. Alors c'est toujours intéressant de voir ce que faisaient les personnes qui nous ont précédés. Donc il y avait un livre blanc de Jacques Fournier, qui avait constaté un caractère trop formel du dialogue social au sein des instances paritaires. Et donc, en France, on est comme ça, quand on trouve que ça ne va pas et que c'est trop formel, en fait, on rajoute encore un peu de formalisme, parce qu'on trouve que ça ne suffit pas. Et donc, il y a eu, en juin 2008, une signature par 6 des 8 organisations syndicales qui devait permettre de donner plus de place à la négociation. Ça a débouché sur une loi, la loi du 5 juillet 2010, et c'est notamment dans cette loi qu'il y a la fameuse disposition que connaissent tous les DRH hospitaliers, qui consiste à repasser une deuxième fois le plat en CTE dans l'hypothèse où toutes les organisations syndicales votent contre. Donc c'est un petit peu comme si, à un moment donné, on avait un plat avec du cassoulet et de la choucroute, et que ça reste un petit peu sur l'estomac, ça ne passe pas, et donc on repasse une deuxième fois le plat. Il y avait également d'autres choses sur le renforcement de la place de la négociation, sur des garanties pour les détachés syndicaux. Et donc c'est un petit peu le point de départ de la présentation aujourd'hui, consistant à dire finalement quel est le résultat de cette rénovation du dialogue social dans la fonction publique hospitalière. Est-ce que finalement c'est plutôt positif ou négatif ? En termes de dialogue social, en général, on voudrait plutôt ça, quelque chose d'apaisé. Alors ça peut être difficile, mais plutôt d'apaisé. En réalité, à l'hôpital, on a plutôt ça. C'est vrai que ça a été dit tout à l'heure en introduction. Objectivement, quand on regarde, quand on discute avec les collègues, quand on regarde la presse spécialisée, le dialogue social à l'hôpital, il se caractérise quand même par une certaine dureté et, pour reprendre le terme, peut-être une certaine pénibilité aussi. Alors, quand on parle de dialogue social, c'est vrai que je trouve aussi que c'est intéressant de se dire finalement qu'est-ce qu'il y a derrière le dialogue social, parce qu'on parle de plein de choses. Alors, le dialogue social, c'est du dialogue social sur la stratégie. Il y a eu la mise en place des GHT, c'est les éventuels plans de retour à l'équilibre, c'est les partenariats, c'est les aspects financiers. Alors, moi, mon sentiment, et c'est une vue subjective, sur lequel, effectivement, chacun peut avoir son avis, mais mon sentiment, c'est que
cette partie stratégie, elle existe, mais finalement, elle n'est pas toujours essentielle en termes de temps passé. On passe un peu plus de temps sur ce qu'on peut appeler la politique sociale, la formation, les recrutements, l'avancement des carrières, etc., notamment avec les organisations syndicales. On passe encore plus de temps sur les réorganisations, les restructurations, qui prennent beaucoup de place. Et puis, on passe beaucoup de temps, alors quelque part, vous allez me dire, c'est un peu normal, sur les conditions de travail, la prise en charge des patients. Et c'est vrai, quand on parle de dialogue social, en fait, on a tous ces aspects. Et tous ces aspects, ils ne vont pas avoir le même poids au même moment avec les mêmes instances. On peut imaginer que dans le conseil de surveillance, on est effectivement plutôt sur la stratégie. Quand on est en CTE, CHSCT, on va plutôt être sur les conditions de travail. Quand on est en CME, on va plutôt être dans la prise en charge des patients. Et c'est vrai que, du coup, quand on parle de dialogue social, en fait, on n'a pas un dialogue social, mais on a plusieurs dialogues sociaux en fonction des instances, en fonction des sujets, en fonction des interlocuteurs. Alors, ça a été dit tout à l'heure par Sylvie François, moi je vais le dire avec mes mots. C'est vrai que ce que j'ai pu constater, c'est que quelquefois, on pouvait avoir un décalage entre une vision macro et une vision micro. Alors, ce décalage, il n'est pas forcément dû aux acteurs, en tout cas pas qu'à eux, il est dû aussi au contexte particulier dans lequel on évolue. Si vous prenez la loi sur les GHT et la mise en place des projets médicaux, c'est vrai que quand on lit la loi et les décrets d'application, c'est quand même vraiment particulier. C'est quelque chose qui est juste infaisable. C'est-à-dire qu'on nous avait dit, dans les 6 mois, il faut un projet médical, il faut que vous décriviez toutes les filières, etc. Donc des choses qui sont juste infaisables. Et c'est vrai qu'on voit bien là un décalage entre une vision pensante globalisante, on va dire, et puis nous, sur le terrain, où on essaye de se dire mais comment est-ce qu'on peut arriver à mettre ça en place de manière concrète pour faire face aux enjeux de la mise en place des GHT. Et je pense que c'est un postulat, ou en tout cas un point de départ qui me semble important, c'est que le dialogue social à l'hôpital, il a un défi à résoudre qui est de pouvoir faire le lien entre cette vision macro et cette vision micro. Et si je prends toujours les GHT, si je prends le corps médical, on va dire, voilà, il faut mettre en place des parcours patients, des filières, il faut assurer une continuité entre des établissements, etc. Mais si on regarde ça du côté du médecin, lui, ce qui va l'intéresser, et moi je suis pareil, c'est comment est-ce que je vais organiser ma journée, comment est-ce que je vais aller éventuellement sur un autre établissement, est-ce que je vais avoir une voiture de service pour y aller, comment vont être pris mes frais de déplacement, quels vont être mes horaires. Et donc on voit à travers ce petit exemple le décalage entre un décret, encore une fois, qui est très global, et puis la question qui se pose pour les hospitaliers dans le cadre du dialogue social, d'être proche des préoccupations des gens du terrain. Et donc c'est comment est-ce qu'à un moment donné, j'arrive à marier la stratégie avec les souhaits individuels des professionnels. Alors, dans le reste de la présentation, il va y avoir 2 temps. Un premier temps un petit peu de constat des fois un petit peu triste de la réalité du dialogue social. Et j'ai repris pour ça une phrase d'Agnès Buzyn qu'elle avait prononcée dans Libération en décembre 2017, où elle disait « Sur l'hôpital, nous sommes arrivés au bout d'un système ». Donc quand la ministre de la Santé dit ça, c'est que objectivement, la situation n'est pas rose. Donc ça sera un temps de partage avec vous sur finalement qu'est-ce qui peut expliquer cette réalité. Et puis un deuxième temps que j'ai appelé les motifs d'espérance, en se disant qu'est-ce qu'on peut faire, avec la conviction forte qui était dite précédemment qu'effectivement il y a quand même toujours de la place pour le dialogue social. Et il y a toujours des choses à faire. Après, effectivement, moi je dis souvent qu'il faut être à la fois modeste et ambitieux pour faire avancer, puis modeste parce qu'effectivement les choses sont compliquées. Donc si on regarde le dialogue social, pourquoi est-ce que ça ne va pas fort? Alors moi j'ai trouvé 6 raisons. La première raison, c'est qu'on a beaucoup de réformes. Alors c'est un petit peu tarte à la crème
de dire ça, mais j'ai repris sur cette diapositive toutes les réformes. Alors c'est lisible, enfin pour ceux qui sont en tout cas au fond de la salle, mais à la limite c'est pas grave. Il faut juste voir la multiplication des réformes. Donc là on a une nouvelle réforme qui nous a été annoncée par le président de la République le 18 septembre dernier. C'est vrai que ça fait beaucoup de réformes et ça va très vite. Alors à la fois moi j'entends ce qui nous est dit, qui est souvent que le monde va très vite, que ça bouge et qu'il faut s'adapter. Donc oui, ok. En même temps, on a le droit de remettre un petit peu du sens dans les choses. Et c'est vrai que la multiplication des réformes, ça aboutit un petit peu à une indigestion. C'est un petit peu la grande bouffe. C'est-à-dire que la réforme sur les GHT... elle est à peine digérée qu'une nouvelle réforme arrive avec les communautés régionales interprofessionnelles. C'est vrai que ça fait beaucoup et c'est vrai qu'il faut aussi entendre par rapport à ça que je pense que le top management et le président de CME, grosso modo, il arrive à percevoir la réalité des réformes. Mais si on est un petit peu lucide, dans un établissement comme le CHU de Nantes où il y a 12 000 personnes, moi j'avais tendance à dire qu'il y a 70-100 personnes qui sont bien au courant des réformes. Vous en avez 250 qu'on a entendu parler, ça veut dire que vous en avez 11 500 pour qui c'est très très loin. Et il faut toujours être très modeste parce que quand je suis parti du CHU de Nantes, donc je suis arrivé à l'EHESP, puis j'étais retourné 6 mois après, puis on m'a dit on vous voit moi maintenant. Je dis oui, c'est normal, je suis parti. En fait, il y avait beaucoup de gens qui n'étaient même pas au courant, en dépit du fait qu'il y a eu un bel organigramme, etc. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, il faut rester très modeste par rapport à ça et mesurer aussi la difficulté que les réformes, elles infusent au plus près, au sein de la blanchisserie, au sein des infirmières, etc. Les périmètres de travail, les périmètres d'espace et de temps ne sont pas du tout les mêmes. Et on a un vrai décalage. Donc quand on fait du dialogue social, il faut avoir ça en tête. Et c'est vrai que la multiplication des réformes pose difficulté. La deuxième raison, c'est que l'organisation du dialogue social à l'hôpital, elle est quand même extrêmement complexe. Vous avez un échelon national et récemment, en juillet, il y a une circulaire qui introduit un nouveau haut comité ou quelque chose de ce genre pour la gestion des praticiens. Donc vous avez le niveau national. Après, vous avez le niveau régional, donc avec le comité régional paritaire qui a été mis en place en 2007. Puis après, vous avez la CME. Donc si on prend les médecins, on voit qu'on a plusieurs échelons de dialogue social. Alors je ne sais pas si certains parmi vous sont déjà allés à des CRP, les comités régionaux paritaires. Alors, ce n'est pas inintéressant, mais il y a un petit côté dernier salon où on parle quand même, c'est-à-dire qu'on parle de choses et d'autres, etc. Mais on est, entre guillemets, pris entre l'échelon national qui décide d'un certain nombre de choses, comme par exemple la circulaire sur le temps de travail aux urgences, et puis le terrain qui dit mais comment est-ce que je vais faire pour mettre en place moi cette circulaire alors que j'ai 35 postes et j'ai 10 postes vacants et je ne sais pas comment faire. Et c'est vrai que c'est une difficulté, c'est qu'on a une organisation du dialogue social qui en soi rend déjà l'organisation du dialogue social parce qu'on a beaucoup d'échelons. Mais ce n'est pas fini, c'est que non seulement on parle avec les médecins, mais il faut parler avec les soignants, il faut parler avec les administratifs, il faut parler avec les techniques, avec quelquefois, pour ne pas dire souvent, pour ne pas dire toujours, des enjeux ou des défis qui ne sont pas forcément les mêmes. Et puis, là-dessus, on a les pôles et les GHT qui se mettent en place. Ce qui fait que, si on regarde, potentiellement, on peut avoir 5 niveaux pour pouvoir animer le dialogue social. On va être au plus près du terrain, dans les pôles. On va après être au niveau de l'établissement. Après, on va être au niveau du GHT. On va être au niveau régional avec l'ARS. On va être au niveau national avec les négociations nationales. Et donc, il faut sans arrêt jongler par rapport à ça. Et c'est vrai que ça rend quand même les choses excessivement difficiles. Alors, au choix, on peut, je trouve ça intéressant de regarder un petit peu... relire ce que pouvait dire Crozier sur la bureaucratie. On peut retrouver ça.
Et c'est vrai que par rapport à ça, en France, quand même, on a cette particularité que quand les choses vont pas, on remet un petit peu de réglementation. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de bureaucratie. Et puis on peut aussi avoir une impression de foisonnement ou de bazar, c'est-à-dire de se dire mais où est-ce que ça se joue, par où je prends les choses, et ça c'est quelque chose effectivement qui rend le dialogue social complexe. Troisième raison du dialogue social complexe, c'est l'aspect financier. Alors c'est vrai que par rapport à ça, je ne suis pas naïf, mais j'ai quand même un regret que dans le contexte particulier que vivent les hôpitaux, cet élément-là est rarement mis en avant. Alors moi je veux bien croire que la gouvernance des hôpitaux explique tout, mais à un moment donné il faut quand même regarder les choses en face. Il y a des tensions fortes, je ne les remets pas en cause, et puis d'ailleurs ce n'est pas mon rôle, mais je comprends qu'à un moment donné il faille gérer au mieux les deniers publics, mais on a quand même depuis plusieurs années une tension budgétaire qui est extrêmement forte. Et du coup, quand on parle de dialogue social, il y a une question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a encore quelque chose, est-ce qu'il y a encore un os à ronger? Moi, je me rappelle quand j'étais à Reims, donc maintenant il y a une vingtaine d'années, il y avait ce qu'on appelait les CLOS, les comités locaux des œuvres sociales. Donc c'est un peu l'équivalent du CJOS, mais au niveau local. Et le CLOS, à l'époque, il avait, alors je ne sais plus si c'était en euros ou en francs, mais il y avait 1 million de francs, je crois que c'était en francs. Et donc c'était un petit peu comme le comité d'entreprise d'EDF, si vous voulez, c'est-à-dire que c'était géré par les organisations syndicales. Et le CLOS, il a disparu parce qu'il n'y a plus d'argent. C'est-à-dire que pour faire du dialogue social à un moment donné, c'est vrai qu'il faut aussi avoir des choses positives sur lesquelles on peut travailler. Alors certes, il y en a, mais il faut être aussi lucide sur le fait que quand vous passez d'un PRE à un CREF en l'espace de 3-4 ans, voilà, c'est quand même compliqué, en dépit du fait qu'on dit que le pessimisme est d'affaire d'humeur et l'optimisme affaire de volonté, c'était Alain qui disait ça, je crois, c'est vrai qu'il faut sacrément de la volonté quand même pour pouvoir rendre les choses positives pour le dialogue social. La quatrième raison, c'est qu'on a une gestion sociale qui est complexe quand même dans les hôpitaux. J'ai repris quelques articles de journaux. Vous prenez la grève de la faim à Rouvray, vous prenez la question des suicides, on faisait le lien tout à l'heure avec Orange. On voit à quel point cela agite la communauté hospitalière et l'émotion que ça peut procurer. Et moi, je sais que quand j'étais notamment dans les dernières années DGA au CHU de Nantes, on a eu quelques suicides dramatiques à déplorer. Mais c'est vrai qu'on est tous là à se dire pourvu que ce ne soit pas chez moi, quoi, parce que c'est vrai que derrière, on voit les déflagrations que ça peut causer. On a la fermeture de la maternité. Donc on a quand même une complexité globale avec tout ce qu'on connaît sur l'hôpital, un premier employeur, le lien social par rapport à la santé, qui fait que la gestion sociale, elle est extrêmement complexe et que on est globalement, même si ce n'est pas partout, mais ça a été dit en introduction, sur un contexte volcanique au niveau national. Cinquième raison, c'est qu'on passe beaucoup de temps aux instances, bon ça vous le savez tous, hein, on passe énormément de temps en instances et que c'est difficile à un moment donné de faire du dialogue social en instance. Alors quand je dis que c'est difficile, je devrais quasiment dire que c'est impossible parce que ce n'est pas forcément le lieu. Et ça a été dit aussi, c'est vrai que ce n'est pas là où se jouent les questions de négociation dans les faits. C'est-à-dire que les instances, où on passe quand même beaucoup de temps, CHSCT, CTE, c'est vrai que ce sont des instances dans lesquelles il y a beaucoup de jeux d'acteurs. Alors ça a été dit tout à l'heure, jeux d'acteurs entre les organisations syndicales et la direction, jeu d'acteurs entre les organisations syndicales elles-mêmes, puis des fois, jeu d'acteurs aussi de la direction entre elles. Moi, je me rappelle de quelques fois où la négociation, elle est presque plus dure avec les collègues au sein du comité de direction qu'avec les organisations syndicales, parce que voilà, il y a aussi effectivement des réformes dont il est souhaité qu'elles aillent très vite, et puis on sait qu'il faut du temps. Et puis à ce moment-là, on négocie en disant, mais attends, la mise en place, est-ce qu'on est obligé de le faire au 1er septembre? Est-ce que ça ne peut pas attendre le 1er janvier? Puis on a tout le contexte qu'on connaît, par ailleurs, effectivement, sur les finances, sur les retours sur investissement, etc. Et donc,
c'est vrai que ce temps pris en instance, il est problématique dans la mesure où la négociation, ça prend beaucoup de temps. Ça suppose d'aller voir les gens, ça suppose de pouvoir négocier sur des choses concrètes, ça suppose de pouvoir instaurer de la confiance. Et c'est vrai que les instances, ce n'est pas l'idéal pour ça. La dernière raison de ce contexte un petit peu compliqué du dialogue social à l'hôpital, c'est la prépondérance des conditions de travail. Alors, en soi, ce n'est pas une mauvaise chose, mais ce que je trouve intéressant, c'est de voir le poids que les conditions de travail ont pris à l'hôpital sur 10 ans. On a, par rapport à ça, une évolution extrêmement forte qui est liée à plusieurs éléments. On a effectivement l'introduction de la QVT. Tout le monde se rappelle de la démarche prendre soin de ceux qui nous soignent. Donc avec la volonté de se dire il faut essayer d'inverser la tendance. Pourquoi faut l'inverser la tendance? Parce que c'est vrai que les conditions de travail sont compliquées. Il y a tout ce qui concerne la santé au travail. Je ne sais pas si vous avez ça en tête, mais le document unique sur les risques professionnels dont je dois parler juste après, il date de 2001. Et en fait, c'est la traduction d'une directive de 89, une directive européenne. C'est pour montrer le temps. Et c'est vrai qu'on est sur des temps très très longs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les hôpitaux, la QVT, la santé au travail, le CHSCT, les RPS, ça a envahi la thématique du dialogue social. C'est quelque chose d'extrêmement présent dans les hôpitaux, avec les CHSCT extraordinaires, avec les redites de CTE, etc. Et cette introduction un petit peu au forceps, et peut-être de manière contrainte pour les directions qui se sont vues imposer un petit peu ça, c'est vrai que ça a modifié le paysage du dialogue social. Alors néanmoins, il faut quand même des motifs d'espérance pour faire du dialogue social, et moi j'en vois 4. La première chose, alors ça a été dit tout à l'heure, c'est vraiment de privilégier le dialogue de proximité. C'est-à-dire qu'on l'a vu, le dialogue social, il se fait beaucoup en instance, il se fait beaucoup de manière formelle. Et je vous ai pris l'exemple du médecin qui va être amené à intervenir en GHT. Il faut être au plus près des professionnels de terrain. Quand on met je vous disais tout à l'heure que j'estime, ça n'a rien de scientifique, c'est complètement au doigt mouillé, mais que 99,6% des professionnels hospitaliers, un GHT, ça leur paraît un peu loin. Alors je force peut-être un peu le trait, et vous pourrez réagir là-dessus, mais en tout cas, globalement, quand je discutais avec eux, c'est vrai que c'est un petit peu lointain. Et donc, à un moment donné, ça suppose, pour pouvoir faire de la pédagogie, pour pouvoir porter les projets, de pouvoir aller, par exemple, en staff avec les médecins. Et je pense que vous avez tous vécu ça. Vous avez des projets qui sont présentés en CME, mais en réalité, les médecins qui sont en CME, ils prennent l'information pour eux, mais ce n'est pas du tout un échelon intermédiaire qui va permettre de diffuser la bonne parole après dans les services. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Les médecins, encore une fois, ils entendent, ils débattent, mais après, ils gardent ça pour eux. Et donc, on a ce travail de proximité, d'aller sur les staffs médicaux, par exemple, pour parler aux médecins. Et ça, c'est quelque chose de très important. Quand on était en 2001-2002 pour la mise en place des 35 heures, moi, je m'étais rendu compte que les organisations syndicales étaient bien meilleures que nous pour faire passer les messages sur le terrain. C'est-à-dire que nous, on négociait tard, et puis après, on voulait faire une note pour expliquer tout ça. En général, il nous fallait 2 semaines pour faire la note, puis si on était très rapide, on arrivait à faire 1 semaine. Alors que les organisations syndicales, elles parvenaient à ce que leur tract il soit diffusé dès le lendemain matin. Donc ils travaillaient dans la nuit, ils étaient super réactifs, bien meilleurs que nous. Et en fait, la seule manière qu'on a trouvée pour être aussi réactifs qu'eux, c'est de faire nous-mêmes des tracts et en fait d'aller les diffuser directement au self. Parce qu'au self, il y a beaucoup de gens qui y vont. Et donc, il y avait des organisations syndicales qui étaient à droite. Nous, on était en face. Et puis, on disait, voilà, qui veut le tract de la direction, qui veut le tract des organisations syndicales. Mais ça nous permettait d'être hyper réactifs et surtout d'être proches des gens et de les écouter aussi et de discuter. Et moi, je rejoins tout à fait Sylvie François sur le fait qu'une des difficultés à un moment donné, c'est que quand vous êtes pris par le temps et quand vous êtes pris par les instances, ce temps de proximité qui est un temps long, on le laisse de côté parce qu'on a d'autres choses. Et donc, je pense que
il faut veiller à ne pas se couper du terrain. Et puis c'est aussi une bonne manière, je trouve, là aussi, d'instaurer et d'infuser de la confiance, parce que vous êtes proche des gens, vous entendez ce qui se passe, et puis ça vous permet d'être plus réactif en négociation. Le deuxième motif d'espérance, c'est qu'il faut simplifier. Il faut simplifier au maximum. Alors là-dessus, je reprends le décret sur les GHT, et pour l'illustrer, j'ai pris la tour de Babel, qui est un tableau de Bruegel, l'ancien, vers, alors j'arrive pas à lire, 1563. Et c'est vrai que je trouve que c'est intéressant l'Ancien Testament, parce que je trouve c'est très d'actualité, en fait, l'Ancien Testament. Et on retrouve, je trouve, cette réalité de la nature humaine qui consiste en fait à vouloir toujours chercher une forme d'absolu ou de perfection. Et dans les décrets typiquement, et moi j'ai eu à participer à des négociations au niveau national, je suis surpris toujours du fait qu'en fait on en rajoute toujours une couche. Puis on dit oui mais ça il faut y penser, pourquoi on ne le met pas? Puis on dit ah oui super on va le mettre, etc. Mais après ça fait des choses qui sont juste infaisables sur le terrain. Et donc moi je pense qu'un des rôles du dialogue social et un rôle des directions des ressources humaines, c'est de rendre le possible faisable. Et donc je reprends ce qui était dit également tout à l'heure, consistant à dire qu'il faut triturer à un moment donné les projets, et effectivement, il faut simplifier au maximum. J'avais été très marqué en 1992, donc j'avais un peu plus de 20 ans, et j'avais vu Pierre-Gilles de Gennes. Et Pierre-Gilles de Gennes, alors moi j'ai toujours été nul en physique et chimie, mais il était venu à la télé, il avait eu le prix Nobel, et en 2 minutes, il avait expliqué ce qu'il faisait. Alors là, j'avais été fasciné, parce que je m'étais dit, mais voilà quelqu'un qui est certainement un grand penseur, un grand chercheur, un grand scientifique, et il vient, et il arrive à vulgariser en 2 minutes. Et je pense que ça, c'est un défi majeur que nous avons, qui est de parvenir à simplifier, y compris les choses complexes qui viennent du haut, et que dans la mesure du possible, il faut essayer que nous-mêmes, nous ne les rendions pas plus complexes. Par rapport à ça, 2 exemples pour l'illustrer. Le premier exemple, c'est le document unique. C'est vrai que le document unique, il est quasiment dans tous les hôpitaux maintenant, c'est obligé. Par contre, on a une vraie difficulté, c'est qu'on a un mal fou à le vivre, à le faire vivre, ce fichu document sur les risques professionnels. Pourquoi? Parce que là aussi, on veut être exhaustif. Et moi, je me rappelle quand j'étais au CHU de Nantes, donc on travaillait avec les organisations syndicales, et on avait 950 pages de fichiers Excel avec 200 lignes à chaque fois sur les risques professionnels. Donc c'était quelque chose d'ailleurs qui a beaucoup nui à ma santé mentale et qui a provoqué chez moi des RPS en me disant comment est-ce qu'on peut arriver à simplifier cette chose. Et donc le défi, c'était comment est-ce qu'on pouvait passer de 950 pages de fichiers Excel avec 200 lignes à 10 ou 15 actions concrètes sur lesquelles on travaille cette année. Et ça c'est un vrai enjeu qu'on a sur le dialogue social, surtout quand on repense aux diapositives précédentes, où vous vous rappelez, on a du dialogue social qui est foisonnant, avec les médecins, avec les organisations syndicales, avec les salariés. Donc il faut qu'on arrive vraiment à simplifier. L'autre chose, c'est la paperasserie des médecins. Vous avez entendu dans les annonces le 18 septembre qu'il va y avoir un poste d'assistant médical. Alors des fois dans les directions, quand moi je discute avec mes collègues, ils sont des fois un peu la dent dure vis-à-vis des médecins, en disant bah oui, mais c'est à eux de faire ce boulot-là, etc. À un moment donné, il faut aussi se poser la question de quel est le cœur de métier. On dit toujours ça, et de recentrer les professionnels sur leur cœur de métier. Et le cœur des métiers des médecins, c'est de pouvoir soigner. Et donc là aussi, si on reboucle, on refait le film entre guillemets par rapport au GHT, il faut se poser ces questions-là aussi du temps médical. Alors, il ne s'agit pas de se les poser de manière uniquement conceptuelle ou idéologique, mais se les poser de manière pragmatique. Comment est-ce que je peux faire pour effectivement permettre au corps médical d'être au maximum auprès du patient? Et ça, c'est des sujets pour le dialogue social qui sont des sujets qui intéressent les médecins.
La simplification, ça passe aussi certainement par une réflexion sur les instances. Vous savez que dans la loi travail, il y a eu donc la fusion, l'équivalent comité d'entreprise CHSCT dans le privé. C'est vrai que nous, on nous annonce ça pour 2019 ou 2020 dans les hôpitaux. Je pense que tous les DRH trouvent qu'on passe beaucoup de temps en instance. Et le problème, c'est que le temps est contraint. Et c'est vrai que moi, il m'est arrivé, quand je présidais les instances au CHU de Nantes, de passer quasiment 50 à 60% de temps, soit en CTE, soit en CHSCT. Ça pose une vraie difficulté parce que si derrière, comme je le disais, il faut faire de la proximité, vous ne pouvez pas, entre guillemets, au même moment, être auprès des médecins pour animer, pour présenter des choses en staff médical et en instance. Et donc ça pose une difficulté. Et c'est vrai que ce serait bien que les prochaines évolutions réglementaires, elles facilitent le travail en la matière. Troisième motif d'espérance, pensée globale, agir local, je l'ai dit, c'est vraiment important d'être concret. Très souvent, alors je pense que vous avez vécu ça aussi, on a un super projet sur le développement de l'ambulatoire. Et puis nous, on est là, on est en instance, et puis on explique que c'est bien pour le patient, et puis c'est bien parce que ça facilite le parcours patient, etc. Ce qui est vrai. Mais en même temps, ce qui intéresse l'infirmière de nuit, dont le poste va être redéployé ou supprimé, comme on veut, parce qu'on va développer l'ambulatoire. Elle, ce qui l'intéresse, c'est qu'est-ce que je vais devenir moi ? Qu'est-ce qu'on va me proposer ? Comment ça va se passer ? Et donc, il faut là aussi être vraiment avoir en tête le fait que nos objectifs stratégiques, ils doivent pouvoir être traduits concrètement sur le terrain. C'est plus facile à dire qu'à faire, parce que là encore, on est pris par le temps, on est pris par les objectifs stratégiques, mais en termes de dialogue social, c'est important. Et ça, pour le coup, c'est vraiment quelque chose sur lequel les organisations syndicales vont pouvoir se retrouver. Je termine, dernière diapo. Dernier motif d'espérance, c'est de pouvoir travailler avec le management et l'encadrement. C'est vrai que le dialogue social à l'hôpital, il a deux tropismes. Il a un tropisme avec les instances, qui prennent beaucoup de temps. Il a un autre tropisme avec le corps médical, qui est essentiel. Il ne s'agit pas d'opposer les uns aux autres. Mais là aussi, des fois, on sous-estime le rôle de l'encadrement. Quand j'étais à Nantes, il y a quelque chose dont je ne suis pas très fier. Alors, je n'étais pas tout seul, heureusement. Mais on a eu 100% de notre encadrement qui a été en grève. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on dit en tribune en général. En général, on dit plutôt qu'on a été brillant, etc. Non, là, on avait été très mauvais. On a eu 100% de nos cadres en grève. C'est vrai que quand vous avez ça, vous vous posez beaucoup de questions. Vous vous dites, c'est pas possible que je sois coupé à ce point-là de notre encadrement. Et donc, le motif d'espérance, ou en tout cas, ce sur quoi il faut travailler, c'est vraiment sur l'animation de notre encadrement. C'est la valorisation du management. Et ça, c'est compliqué parce qu'encore une fois, l'organisation du dialogue social à l'hôpital, notamment l'organisation réglementaire et l'organisation sociologique, ne nous pousse pas à ça. Et donc c'est après ça que nous, on a mis en place un projet social où, entre guillemets, on aurait pu appeler ça, pour paraphraser Marisol Touraine, prendre soin de nos cadres, parce que c'était vraiment quelque chose d'essentiel. Et j'en termine là-dessus. Merci Hubert Jaspard.